Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes heureux de nous brancher sur vous cette journée du mardi 9 juin 2020. Il sonne 11h. Nous disons bonjour à ceux qui nous écoutent directement sur Canal FM. Mifonyedea pour les auditeurs de Radio Lumière à Neho. Mavon Kazo pour ceux qui nous écoutent sur Central FM à Sokore. Brorbi pour les amateurs auditeurs d'Adio Sama FM à Niamtougou. Apoya pour ceux qui nous écoutent à Bassar sur les ondes de Radio Daoul et les Manais pour les auditeurs de Radio Courtoisie à Dapan. Nous n'oublions pas celles et ceux qui nous suivent au sein de la diaspora un peu partout dans le monde sur les 5 continents par le biais des radios numériques Ebony Radio, Radio Gameli ou encore sur l'application Canal FM. Sans oublier qu'après l'émission, vous pourrez tout visionner sur la chaîne YouTube. À la technique d'Atavi Thomas, Michel Vitogbe Tomega qui nous accompagne. Au menu du Club de la Presse aujourd'hui, naturellement, la Covid-19. Nous allons revisiter les derniers chiffres, l'évolution des contaminations, la part du monde universitaire dans l'organisation de la riposte, et le regard critique d'un citoyen qui vient d'adresser une correspondance à la coordination nationale. Et nous allons également aborder les derniers allègements que l'État a apporté, que le gouvernement a apporté depuis hier à l'état d'urgence sanitaire. Au plateau aujourd'hui, Eric Hugues Pakoudio Johnson, bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM, bonjour Primous, bonjour chers invités. Merci Primous qui nous a manqué ces 2 dernières semaines, il est avec nous. Primous Dotier Genoir Lidja, bonjour. Bonjour chers amis auditrices, chers amis auditeurs. Bonjour. J'annonçais tantôt l'université, le monde universitaire qui prend sa part dans la riposte à la Covid-19. Et pour nous en parler aujourd'hui, professeur Bakoma Batomaina. Bonjour professeur. Bonjour Sass, bonjour chères auditrices et auditeurs. Vous êtes pharmacien, chimiste, vous enseignez à la faculté de la science de la santé de l'université de Lomé. Eh bien, vous irez, donc vous êtes là pour nous dire également quelle partition le monde universitaire joue dans la riposte. Hier, je disais qu'un citoyen a adressé une correspondance à la coordination nationale de riposte à la pandémie. C'est Togui Dagban à Yvon que nous avons prié et qui nous fait l'honneur d'être dans ce studio. Togui, bonjour. Bonjour. Merci. Cette émission, nous l'animons en mémoire à l'Américain afro-descendant George Floyd. Vous rappelez ce citoyen américain qui est mort par étouffement le 25 mai dernier à Minneapolis, dans l'État de Minnesota, au nord des États-Unis. C'était après une agonie de près de 9 minutes sous le genou d'un agent de police qui lui écrasait le cou. Et George Floyd qui va être inhumé aujourd'hui dans sa ville de Houston, dans l'État de Texas. Ce sera dans l'intimité familiale. Mais hier, George Floyd a eu des hommages de milliers de personnes de toutes conditions sociales qui sont allées rendre hommage donc autour de sa dépouille. Et pour terminer, l'agent de police Derek Chauvin, le présumé auteur de la mort de George Floyd, il a comparu hier pour la première fois devant un tribunal à Minneapolis pour homicide involontaire. Et sur la mort violente de George Floyd, le confrère Vision d'Afrique écrit ce matin « L'Afrique qui oscille entre indignation et retenue ». Primus, un petit mot à l'endroit de George Floyd qui est mort dans les conditions que nous savons et qui va être inhumé aujourd'hui après les hommages que le monde entier continue à lui rendre. Oui, c'est d'abord, c'est révoltant, sa mort,
ce qu'on a vu sur les réseaux et partout, très révoltant. Heureusement que l'Amérique noire africaine s'est levée pour une histoire de $20. Hein, elles en perdent la vie. Et il faut voir les dégâts. Que les Noirs sont décidés à mettre le pays à feu, à sang, selon le slogan « Pas de justice, pas de paix ». Mais moi, ce qui m'étonne, c'est le silence de l'Afrique. On n'entend pas ni les dirigeants africains et surtout ni les intellectuels africains. Si, on a quand même entendu deux Africains, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, et le président ghanéen également, Nana Akufo-Addo. Deux présidents sur... Les 55, ou bien, oui, 55 que nous sommes. C'est quand même étonnant. 2 sur 55, ça ne vaut pas la peine. Hein? Donc, et pourtant, en 2000, l'Union africaine a dit que les Noirs de la diaspora constituaient sa 5e région. Les Noirs, les Africains américains sont la communauté noire la plus riche et la plus puissante au monde. Que je ne vois même... Merci. C'est les hommages du Club La Presse à George Floyd qui va être inhumé aujourd'hui. Cela nous conduit à la pensée du jour que nous tirons de Mahatma Gandhi qui a écrit « La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. » Encore une fois, Gandhi qui a écrit que la règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon et nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Oui, Primus? Ça, en effet, c'est très simple. Alors, qu'est-ce qu'on dirait en Kotokoli, en Moba, en Kabie, enfin, Togui Dagba, Primus, Eric Johnson et moi, nous comprenons. Mais j'espère que le professeur Bakoma, vous comprenez aussi. Oui, quand nous disons, il me te le chaos. Merci beaucoup, professeur Bakoma. Eh bien, notre invité de ce jour, je le disais tantôt, il est enseignant-chercheur à la faculté des sciences et de la santé de l'université de Lomé. Il est pharmacien phytochimiste. Eh bien, dans cette riposte à la Covid, le monde universitaire s'est mobilisé. Vous continuez à vous mobiliser. Sur proposition du professeur Kokoroko, vous avez créé une commission au sein de l'université pour jouer votre partition. Professeur, voulez-vous nous rappeler quelles sont les attributions qui sont les vôtres dans cette riposte? Merci, Sast. Effectivement, dès l'arrivée de cette maladie dans notre pays, une commission a été mise en place, appelée commission ad hoc de riposte au Covid-19. Je suis membre du bureau directoire de cette commission. Comme attribution, cette commission doit intervenir dans la prévention de cette pathologie en fabriquant des masques, des solutions hydroalcooliques, bien évidemment appuyées de sensibilisation. Cette commission a pour rôle également d'évaluer l'impact social, économique et juridique de cette maladie, parce que cette maladie a des effets, elle a des impacts. Nous avons aussi une proposition, c'est-à-dire proposer une formule ou un médicament traditionnel amélioré pouvant aider dans la prise en charge du patient atteint de la COVID-19. Il faut là que je précise que ce n'est pas un médicament
pour traiter la maladie, mais c'est un médicament plus précisément qui va aider le système immunitaire du patient à mieux éliminer le virus, à mieux lutter contre le virus. Ce n'est pas pour traiter la maladie en tant que telle, mais pour aider le patient à renforcer son système immunitaire. Alors, votre remède, est-ce qu'il est mis à contribution pour le traitement des cas qui sont au CHR de Mekomi? Notre remède, il est en cours. Il n'est pas encore effectif. Nous sommes en train d'y travailler. Je sors même actuellement du laboratoire avant de venir intervenir ici. Donc, autre attribution, c'est la coopération internationale. Puisqu'il faut coopérer, nous sommes dans une sous-région. Nous devons échanger avec nos partenaires, échanger avec les commissions sœurs des autres pays pour voir ce qui se fait dans ces pays-là. Donc, il y a aussi l'impact psychologique. Donc, la prise en charge psychologique aussi des effets de cette maladie aussi est une attribution de la Commission. Voilà. Mais nous avons appris également que vous avez publié une brochure qui contient des recettes sur certains légumes, certaines plantes et épices qui pourraient également renforcer notre immunité. Oui, effectivement, ça va toujours dans le même sens de ce qui peut renforcer le système immunitaire. Donc c'est la commission, cette commission-là qui a publié cette brochure-là qui renferme des épices, des légumes, c'est des épices et légumes qui sont consommés quotidiennement par nos populations. Donc nous les encourageons à les consommer davantage. Et ceci peut aider également à renforcer le système immunitaire. Merci. Alors, est-ce que vous faites des efforts pour que vos recherches ne restent pas seulement dans le laboratoire, mais que le fruit de vos travaux soit connu dans l'opinion et pourquoi pas vraiment diffusé abondamment? Effectivement, On y travaille. C'est parce que nous sommes en cours de route. Dès que la sauce sera prête, elle sera mise à disposition de la population. Nous sommes en train de travailler. Voilà. Mais nous apprenons quand même que certaines sociétés, voire personnes, vous approchent pour s'approvisionner, qui en solution hydroalcoolique, qui en bavette. Oui, effectivement. Les gens viennent à l'université de Lomé pour s'approvisionner en solution hydroalcoolique et en bavette. Donc, c'est disponible. Il suffit seulement de s'y rendre et de demander les quantités voulues et vous êtes servi. Merci. Voilà. Donc, il y a une personne contact, pas pour le virus, mais pour avoir des informations sur la commande. Oui, je peux vous donner les contacts après l'émission. Non, c'est pour les auditrices, auditeurs. Oh, oui, bien sûr. Le temps que vous les trouviez, vous les mettrez à notre disposition. Merci, professeur Bakoma Bato Maïna, pour nous rappeler les attributions de cette commission, les travaux que vous faites, là où vous en êtes, là où vous pensez encore arriver, et surtout ce travail de diffusion de vos travaux au sein de l'opinion publique. Oui, Eric Johnson a pour vous une question. Monsieur le professeur, est-ce que après vos travaux, vous avez proposé un protocole pour la guérison des personnes atteintes de la Covid-19? Professeur? Les travaux ne sont pas encore finis. Nous sommes en cours. Quand on aura un résultat concret, un protocole sera proposé. Donc c'est au cours des travaux que nous allons déterminer le protocole thérapeutique qui sera proposé aux cliniciens. Voilà. Merci. Autre question, Eric? Oui. Là, vous avez parlé des études sur les impacts sociologiques, psychologiques, etc. Mais jusqu'à présent, ça fait quand même 2 mois que vous êtes là, mais on n'a pas les résultats
de ces recherches-là, parce que l'opinion a besoin de ça aussi par rapport à une préparation psychologique. Effectivement, il n'y a pas assez de communication autour. Par exemple, prenons l'exemple de la prise en charge psychologique. Il y a nos collègues de ce domaine qui sont souvent sollicités. Que nous avons reçus 2-3 fois dans ce studio. Voilà. Peut-être Eric a un peu oublié. Non, je n'ai pas oublié. Voilà. Pour la prise en charge, pour l'impact économique, il y a nos collègues de ces facultés-là qui travaillent là-dessus sur l'impact économique de cette maladie. Également au niveau juridique et social. Donc, il y a nos collègues qui sont en train de travailler pour voir exactement quels sont les effets de cette maladie sur la société. Merci, professeur. Je vous rappelle que le club de la presse Canal FM, nous sommes fortement engagés dans la riposte. Ce que nous pouvons faire, c'est offrir à toute personne nos plateaux pour que chacun nous entretienne de ses préoccupations, de ses travaux, pourquoi pas de ses inquiétudes, comme nous le verrons tantôt. Mais professeur, on ne peut pas avoir un enseignant-chercheur de l'Université de Lomé sans chercher à savoir ce qu'il en est de la vie de votre université, d'autant plus que le confrère L'Indépendant Express parle aujourd'hui des fresques, des travaux à l'Université de Lomé. L'Indépendant Express écrit même Université de Lomé, l'attraction. L'article dit, l'article parle du projet de mise en valeur des murs, de quelques pans des murs de l'Université de Lomé, sous forme d'ornements artistiques qui embellit une partie de la clôture de l'université. L'objectif, c'est de raconter l'histoire du Togo par la culture et l'art et les valeurs que nous avons en commun en mettant un accent particulier sur la paix. Ça, c'est le côté attraction. Mais l'université a fermé ses portes depuis 2 mois et demi. Entre-temps, on a entendu ici et là que des cours en ligne allaient se faire. Où est-ce que vous en êtes, professeur? Effectivement, l'administration universitaire a demandé aux enseignants que nous sommes de mettre nos cours en ligne. Ça, c'est la première phase. Après la mise des cours en ligne, il est demandé aux étudiants d'aller sur la plateforme de l'université Reschool pour les télécharger. C'est vrai que la plateforme a été un peu saturée, mais les étudiants et les enseignants se sont entendus pour utiliser d'autres canaux de communication pour partager ces cours-là. Et des rendez-vous sont pris et il y a des échanges qui s'effectuent entre les enseignants et les étudiants. Ceci pour garder quand même les étudiants dans le bain des études, pour que les étudiants ne raccrochent pas. Donc, les ponts ne sont pas coupés entre les étudiants et leurs professeurs. Et leurs professeurs. Bon, il faut dire que ce n'est pas tous les étudiants qui peuvent avoir accès à la connexion Internet. C'est un problème, c'est un réel problème, vu que le processus en lui-même, c'est la première fois qu'on le met en place. Donc, il doit y avoir des difficultés. Et ceci va nous permettre de penser à l'avenir, à corriger tout ça là. C'est ce que le CIC est en train de s'activer à faire. Merci. Voilà. Autre polémique sur l'université, sur l'ouverture physique des cours. Il y a toute une polémique sur les enseignements primaires, secondaires et techniques. On ne va pas y revenir. Mais chez vous à l'université, est-ce qu'il est envisagé éventuellement une reprise des cours? Une reprise des cours, ça c'est le gouvernement qui décidera. Comme il a fait hier nuit sur les mesures. C'était dimanche soir. Oui, nous sommes mardi aujourd'hui. Oui. Donc sur la levée du cours, c'est le gouvernement qui décidera par rapport à la situation et par rapport aux moyens qui peuvent être mis en place pour respecter la distanciation physique, le lavage des mains
en tout cas les mesures barrières en général. Ça, c'est Merci, professeur Bakomem. Vous restez à notre disposition. Peut-être que les confrères invités ici au studio, surtout les auditeurs, pourraient avoir des préoccupations à vous exprimer. Alors justement, Togui Dagban, Yvon. Merci. Et je vais rebondir d'abord sur le dernier aspect, parce que toute option qui doit aller à la discrimination, nous devons l'éviter, parce que les citoyens doivent être au même niveau. Nous sommes égaux face à l'éducation. Si vous savez que certains étudiants ne peuvent pas s'offrir les outils nécessaires pour suivre ce que vous proposez, alors il ne faut même pas chercher à l'arborer. Ce faisant, vous discriminez. Vous savez que beaucoup d'étudiants n'ont pas les moyens de s'offrir les appareils nécessaires. La preuve, vous n'arrivez même pas à offrir le minimum de bourse, de quart de bout, je ne sais combien vous donnez, pour qu'ils puissent au moins payer, ne serait-ce que le petit matériel. Je vais sur un autre aspect de son exposé. Il nous a dit tout à l'heure qu'ils sont en train de faire leurs recherches, de faire leurs travaux, mais ils n'ont pas encore terminé. Mais je dis qu'ils risquent d'être un médecin après la mort. Parce que si 2-3 mois après, vous êtes toujours en train de rechercher, le pire sera atteint avant que vous ne trouviez les remèdes. J'évolue encore sur un autre aspect. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous avez des recettes pour renforcer, amener les gens à renforcer leur immunité. Je suis très ravi de l'apprendre. Parce que c'est le renforcement de l'immunité qui contrait comment on l'appelle, la maladie. Les médicaments et autres ne sont que des stimulants. Il faut faire en sorte à ce que les personnes soient mieux portantes pour qu'ils puissent aller à l'encontre de cette maladie. Généralement, les virus, on ne les guérit pas avec les médicaments. C'est au fur et à mesure de leur multiplication qu'ils s'affaiblissent. C'est comme cela. Et lorsque vous êtes atteint, il faut que votre corps soit bien tenant pour pouvoir évoluer et attendre cette période de non-virulence pour prendre le dessus sur la maladie. C'est ce qui fait que ceux qui sont très faibles ou qui ont certaines tares d'autres maladies sous-jacentes périssent rapidement. Mais l'immunité ne s'augmente pas généralement avec les médicaments. L'immunité s'augmente dans un premier temps sur le plan psychologique, avec l'état d'âme de la personne, la qualité de son alimentation et son environnement. Merci. Mais lorsque les gens ne sont pas dans ces conditions, quels que soient les médicaments que vous leur offrez, s'ils ne mangent pas bien, s'ils ne s'alimentent pas en qualité, ils vont être prédisposés à la maladie. Merci. Togui Dagban. Yvon, le professeur a noté, et on va prendre en même temps Primus. Oui. Et vous... Mais je n'ai pas fini quand même. Je voudrais aller sur les bavettes qu'il propose. On va y arriver quand on va aborder la correspondance que vous avez adressée à la coordination. Oui, Primus. Non, il faut toujours valoriser le savoir. Et les gens qui disposent de savoir sont des gens que nous respectons beaucoup. Mais la discrimination n'est pas seulement au niveau des étudiants. La discrimination même au niveau de certains professeurs qui ne sont pas capables, selon mes renseignements, et du campus numérique et du CIC, qui ne sont pas même capables de proposer des cours en ligne. Parce qu'ils sont réfractaires eux-mêmes à l'outil informatique. C'est aussi un autre aspect de la chose, monsieur le professeur. Merci, professeur. Oui, ça c'est possible parce que ce n'est pas tous les enseignements qui sont théoriques. Il y a des enseignements pratiques. Si l'enseignement est pratique, ça va être difficile de proposer quelque chose en ligne. L'idéal serait de proposer des vidéos. Mais avec une plateforme un peu saturée, ça va être compliqué. Mais à la reprise, tous ces manquements-là seront rattrapés. Je reviens maintenant à la question de Togbi, qui parle de l'immunité dans un premier temps.
effectivement, le renforcement de l'immunité, c'est un ensemble. Nous l'avons dit au départ, dans notre brochure, nous avons proposé des aliments aussi à éviter pour ne pas affecter l'immunité. Donc, effectivement, c'est un ensemble, ce n'est pas que les médicaments. Pour ce qui est des recherches qui ne donnent pas des résultats, qui ne donnent pas encore. Qui ne donnent pas encore des résultats. Et c'est un problème mondial. Et c'est une maladie qu'on ne connaissait pas. Est-ce qu'un pays a déjà proposé quelque chose de concret? Non, je ne pense pas. Nous tous, nous sommes en train de tâtonner parce que nous sommes devant une pathologie qu'on n'a jamais connue. Et c'est une pathologie qui révèle des nouveautés au jour le jour. On ne la maîtrise pas encore. Donc ça va être un peu compliqué d'être sûr d'un remède. Ça, c'est un premier point. Deuxième élément, les recherches ont besoin de consommables. Les frontières étaient fermées. Sont toujours fermées. On n'avait pas, c'est pas une pathologie qu'on connaissait. Donc on n'avait pas les réactifs en stock. On ne peut pas stocker des réactifs qu'on ne va pas utiliser. Donc c'est maintenant qu'il fallait trouver des voies et des moyens pour faire rentrer les réactifs. Donc tout ça là, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais quand même on se débrouille à faire avec ce que nous avons. Pour ce qui est des étudiants discriminés. Et en temps normal, quand vous avez, par exemple, je donne un exemple, 100 étudiants inscrits, ce n'est pas eux tous qui viennent suivre le cours. Ça a été toujours comme ça. Et ce n'est pas, même si on rend la connexion Internet gratuite, disponible pour tout le monde, je ne suis pas sûr que tous les étudiants vont suivre le cours. C'est vrai. Peut-être, professeur, oui, mais vrai. Sauf que cette fois-ci, il y a des étudiants qui auraient bien aimé suivre les cours. Oui, je n'aurais pas les moyens de s'offrir la connexion. Oui, bon, à cause de l'indisponibilité de la connexion, bon, donc il fallait mieux rester et ne rien faire. Non, et les moyens inhérents à ces étudiants-là, les moyens propres de ces étudiants pour pouvoir accéder à cette connexion. Bon, ils n'ont ni les moyens. Peut-être c'est gratuit, mais ils n'ont pas le matos. Bon, je vous rappelle que toutes ces décisions se font de façon collégiale avec les étudiants. Ce n'est pas des décisions unilatérales. Ça se fait avec les délégués des étudiants qui ont des bases, qui se concertent et qui ramènent les informations. Et les concertations se font de façon collégiale avec les étudiants. Et les discussions sont toujours en cours avec les délégués généraux des étudiants. Merci, professeur. La question n'est pas vidée, oui, mais le débat continue, surtout que nous avons d'autres sujets inscrits au menu. Bien sûr, bien sûr, ça. Moi, je constate tout simplement que ce débat-là sur les moyens des étudiants pour pouvoir suivre les cours ne tient pas du moment où nous ne savons pas au jour d'aujourd'hui quand est-ce que cette situation-là va s'améliorer pour que les cours reprennent. Donc, il est temps que nous encourageons plutôt les étudiants à chercher des moyens. Si moi, je n'ai pas des moyens, l'autre a des moyens, je peux squatter et pouvoir suivre les cours. Il y a un logiciel que les professeurs utilisent avec les étudiants, le logiciel Zoom, qui leur permet de faire les cours en direct. Donc, si je ne peux pas avoir les moyens, un ordinateur ou je ne sais pas quoi pour pouvoir travailler, je peux le faire avec les autres. Pardon ? Quels autres ? Mais ceux qui ont les moyens. Nous n'allons pas tout le temps dire que nous n'avons pas de moyens et nous allons rester les bras croisés. Eric, vous permettez. Si cette situation perdurait
jusqu'à la fin de l'année. Encore l'année prochaine, ça veut dire que les étudiants vont rester sans rien faire, sans suivre les cours. Mais on apprend comment? On apprend au jour le jour. Je vous comprends, sauf que à cette allure-là, on risque d'avoir plusieurs catégories d'étudiants, ceux qui ont les moyens et ceux qui s'offrent les cours, et les autres qui se retrouvent sur le quai. Moi, je dis... Oui, monsieur Sass. Oui. Moi, je pense que il valait mieux d'essayer. Et par rapport aux difficultés, s'il y a à corriger, on corrige. Si on est là, les bras croisés, à dire qu'il n'y a pas les moyens, il n'y aura pas équité, bon, on va rester là statique sans rien faire. Il vaut mieux essayer quelque chose, avoir en face les difficultés, et maintenant chercher les moyens pour corriger ces difficultés. Alors, nous tous prenons compte, saluons, disons, les innovations, mais nous demandons seulement ce que toutes les mesures soient prises de façon que cela se fasse de la façon la plus inclusive possible. Mais souffrez qu'on avance un peu, le débat n'est pas terminé, mais on y reviendra. Et on va aborder maintenant les mesures d'allègement que le gouvernement a communiquées hier et que les médias relaient. L'Indépendant Express qui parle du couvre-feu et du bouclage des villes qui sont levés à partir de ce mardi 9 juin. Pendant que Vision d'Afrique lui aussi écrit couvre-feu levé, la fin du bouclage des villes, port de cache-nez obligatoire. L'Union pour la patrie, Eric, votre journal, vous en faites vraiment un zoom là-dessus. En lien avec le coronavirus, encore des mesures pour soulager les populations, écrivez-vous, et vous relevez la levée totale du couvre-feu, la levée du bouclage des villes également concernées, le port obligatoire du masque à partir du mardi 9 juin 2020, mais vous y ajoutez également les droits d'occupation sur les marchés qui se trouvent réduits de 50% pour les mois de juin, juillet et août 2020. Oui. Effectivement, hier, le communiqué est sorti au cours du journal de 20h sur la télévision nationale. Personne ne s'y attendait, mais je pense que c'est des mesures, comme on l'avait toujours dit ici, que le confinement n'est pas une stratégie, le confinement total, disait-on, hein, n'est pas une stratégie adaptée à notre situation économique. Et vous savez que dès que les gens on a décrété le couvre-feu déjà à 19h, vous avez constaté qu'il y a plein de commerçants qui ont commencé par se plaindre parce que ils mènent leurs activités tout à fait le soir. Et ils sont bloqués, ils n'ont pas de ressources en économie pour pouvoir subvenir à leurs besoins pendant cette période d'urgence sanitaire. Donc, je pense que une fois que le couvre-feu est levé, une fois que ce confinement, qui ne dit pas son vrai nom, est levé, je pense que les populations doivent être soulagées. Et le dernier aspect dont vous parlez, c'est la directrice de l'EPAM, qui après... L'établissement public qui s'occupe des marchés. Qui, après une réunion, a évoqué le sujet en disant que désormais, les droits d'occupation des marchés seront réduits de 50% parce que les bonnes femmes se plaignent, parce qu'il n'y a pas le marché, les gens ne vendent pas beaucoup et on leur demande de payer la totalité de ces droits. Donc, c'est également un très bon soulagement pour les populations. Oui, Primus, dans ce communiqué rendu public hier, le gouvernement disait que sur la base de l'évolution de l'épidémie et des rapports d'étape du conseil scientifique, donc ces mesures d'allègement ont été prises. Le gouvernement qui parle d'un début de stabilisation des contaminations. Alors, quel est votre accueil quand vous avez écouté ces mesures, Primus? Non, le gouvernement prend compte de la réalité. On ne peut pas dire à des gens qui vivent au jour le jour de rester confinés dans leur maison. Et prenez la vendeuse de corps. Il y a une qui vend le matin et qui vend le soir. Celle qui vend le soir, là, on dit qu'il y a couvert. Hein? Elle va faire quoi? Et les enfants. C'est ce que le problème c'est ce qu'elle vend quand elle mange le lendemain. Oui, oui.
Maintenant, on lui dit de ne pas aller vendre. Non, donc le gouvernement a tenu compte des réalités. Et puis aussi, c'est vrai que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais de sa propre volonté de ne vraiment pas aider. Parce que moi, l'envie ici, là, moi, la somme, là, 6200. 6250. 250. La quinzaine. C'est pour aller acheter quoi? Honnêtement, pour pouvoir le manger. Merci. Primus. Maintenant, nous en venons à Togwe Dagban, à Yvon. Eh bien, éclore de la presse déjà hier, j'évoquais cette correspondance que le chef Dagban, à Yvon, a adressée à la coordination nationale depuis le 2 juin. À Togwe Dagban, à Yvon, on pourrait dire que sur certains points, le gouvernement vous a écouté ou vous donne raison. D'une manière ou d'une autre, et je me sens soulagé. Mais je ne suis pas satisfait parce qu'ils auraient pu aller au-delà, prendre leur courage à deux mains et aller beaucoup plus en avant en ouvrant les frontières. Parce que en temps vous parliez d'impact socio-économique, j'avais voulu que vous creusiez ça plus loin. Nous n'avons pas besoin de faire de grandes recherches ou de hautes études pour constater que l'impact économique est alarmant. Que de sociétés n'ont pas fermé, que d'activités qui s'exercent la nuit n'ont pas été hypothéquées, que de gens ne se retrouvent pas au chômage technique aujourd'hui. Les grands hôtels ont fermé. Dernièrement, j'apprends que l'hôtel Avenida aussi a fermé. Mais presque tous les artisans ont fermé. Tous les bars qui s'animent ont fermé. Moi, à mon niveau, j'ai mis en chômage technique 16 ouvriers. Ils sont devenus quoi aujourd'hui? Donc, l'impact économique est tellement alarmant que l'impact social empathie énormément. Et du coup, lorsque vous avez ces deux facteurs, comprenez que les gens soient suffisamment prédisposés à faire la maladie. Parce que ils ne peuvent pas manger, la misère frappant à leur porte. Lorsque vous parlez d'immunité, en termes d'immunité, ils sont déjà affectés. C'est vrai que le Covid tue, c'est ça que j'ai voulu signifier au gouvernement, mais l'anxiété, la faim, la peur du lendemain, le chômage, la misère tuent tout autant plus et massivement et puis silencieusement sans que personne n'y prenne garde. Alors il va falloir parer au plus pressant. On peut également, parfois, vous savez, en mathématiques, nous faisons le raisonnement par la suite. On retourne le truc. Au lieu de vouloir, comment on l'appelle, aller à l'encontre du Covid, on peut aider les gens à avoir une bonne stature pour pouvoir se tenir bien et fort contre cette maladie. C'est pour cela que j'avais souhaité que le couvre-feu soit immédiatement levé et pour que ça soit remplacé par des comment vous les appelez, des patrouilles nocturnes ordinaires, et parce qu'il ne faudrait pas demander qu'à la fin vous dites vous avez voulu prendre et qu'il y ait un regain d'insécurité la nuit. Il faut qu'il y ait quand même et la bonne garde. Vous demandiez la levée du couvre-feu, mais cela soit vous recommandiez des patrouilles nocturnes de police, gendarmerie, militaire pour quand même assurer notre sécurité. C'est ça. Ensuite, que les mesures barrières que je trouve qui ne donnent pas une protection réelle, c'est des protections virtuelles, psychologiques. On va y arriver. Que ces mesures soient levées et que le déconfinement soit total et effectif. Merci, je rappelle que vous avez adressé... Non, je complète. Oui. Il est avéré que les pays qui n'ont pas confiné ont 3 fois moins de cas que les pays qui ont confiné. La preuve, le Bénin à côté n'a pas confiné, a eu seulement 3 cas de décès contre 13 pour nous. J'en ai fini pour le moment. Merci. Je rappelle que cette correspondance, vous l'avez adressée à la coordination depuis le 2 juin. Elle est intitulée « Malaise socio-économique grandissant au sein des populations, de la nécessité de la levée du couvre-feu et d'un retour rapide à la normale ». Et vous rappeliez également que la Covid-19 tue, mais le paludisme continue à tuer autant.
le sida et d'autres pathologies. Et comme vous l'avez dit également, le chômage, l'oisiveté, le stress, l'anxiété, la peur du lendemain et la faim tuaient aussi. Mais vous revenez sur une certaine inefficacité de certaines mesures socio-économiques, notamment le programme Novici. Vous n'êtes pas très chaud pour ce programme. Tout autour de moi. D'abord, notre pays ne peut pas tenir le régime d'assistanat qu'il est en train d'annoncer. Et nous, Togolais, nous ne sommes pas enclins à rentrer dans ce régime. Qu'on nous laisse travailler pour gagner nos propres vies. Ce programme-là est une insulte. Tout à l'heure, vous avez voulu effleurer. Lorsqu'on donne 6 000 francs à quelqu'un pendant 15 jours, dites-moi combien il utilise par jour. Et encore, c'est un programme qui a été annoncé tambour battant. Et puis, nous avons vu que c'est à peine quelques personnes qui ont accès. Moi, tous mes ouvriers que j'avais encouragés à adhérer à ce programme et à aller au chômage n'ont pas pu avoir accès. Tantôt on leur dit non éligible et tantôt déjà retiré. Donc c'est autant de frustration. Et entre-temps, c'est Anadeb qui essayait par le biais d'une cantine communautaire de distribuer des vivres. Et j'ai voulu tester la véracité de cette aide. Moi-même, j'ai écrit à Anadeb pour leur dire, j'ai fermé toutes mes structures, je n'ai plus de rentrée, mais je ne peux pas fermer ma chefferie. Venez-moi en appui, en vivres et en numéraire. Je suis resté sans réponse. Cela voudrait dire que tout ce qu'on nous annonce, dans la pratique, cela ne se fait pas. Et le Togolais est habitué à prendre les choses à la normale. Ils alarment, mais eux-mêmes, ils ne s'alarment pas. C'est que les autorités, c'est comme ça. Nos autorités nous alertent. Mais eux-mêmes, ils ne s'alertent pas. Ils prennent tout leur temps. Et je vous dis, dans ce système de riposte, il y a des gens qui tirent leurs subsides. Puisque en dessous, j'ai même relaté la base financière de ce système, c'est une affaire de gros sous, c'est des milliards. Et vous soupçonnez que des actes qui s'apparentent à la corruption, des de ressources. Que ceux qui tirent des avantages ne soient pas prêts sitôt à lâcher prise. Et puis, en dehors de cela, il y a des structures induites qui également se frottent les mains. Aujourd'hui, des gens ont passé des commandes de milliards de bavettes et ils ne sont pas prêts à lâcher prise tant qu'ils n'auront pas écoulé ce stock. Et on doit nous maintenir là-dedans. J'en viendrai si vous me donnez toujours le mois pour vous démontrer comment les bavettes ne sont pas efficaces. Si vous me donnez le temps. Avant cela, autre absence que vous déplorez, c'est des mesures d'accompagnement aux structures économiques. Ces sociétés qui ferment par-ci par-là et vous ne sentez pas l'État se porter à leur secours. Nous sommes laissés pour compte. Et je sais que l'État n'a pas les moyens non plus. C'est pour cela qu'il faut parer au plus pressant. Le Ghana a confiné pendant 3 semaines et rapidement est revenu à la normale. Malgré que, à leur niveau, le nombre de décès est plus élevé. Il me semble qu'il tournait autour de 55. C'est vrai, on me dira, si on fait le ratio par rapport à la population, c'est insignifiant. D'accord. Si nous faisons aussi notre ratio de 13 par rapport aux 7 milliards, c'est très, très négligeable. Et je crois que 13 décès en 4 mois ne peut pas servir de base pour mettre tout un pays sous état d'urgence sanitaire. Un seul décès ne peut pas amener à déclarer un état d'urgence. Sachez que c'est après le décès déclaré du 27 mars que 4 jours après, le 1er avril, on a mis notre pays sous état d'urgence après un seul cas de décès. Alors qu'il faut aller graduellement. Il fallait d'abord mettre le pays en état d'alerte. Parfois, dans l'état d'alerte, il y a également des gradations moyennes, maximales, avant d'aller au summum. Mais nous sommes partis d'un seul cas pour
mettre le pays en état on pourrait Alors dire que je le me gouvernement a voulu jouer sur la prévention. Non, ce n'est pas parce qu'il y a un cas qu'il faut alors tout boucler. Il faut suivre, il faut mettre les dispositions, il faut sensibiliser. On ne peut pas du coup et d'emblée, après un seul cas de décès, mettre tout un pays sous veille. Merci. Et puis avec des mesures d'accompagnement d'emblée, draconiennes, couvre-feu, avec tout ce que ça a véhiculé et qu'on a connu, et à la clé, un fonds de solidarité de 400 milliards, en plus de ce que l'ONU et l'OMS vont envoyer et les partenaires, et ils en envoient. Donc je me dis que c'est une affaire de gros sous. Et nous avons appris que ceux qui sont dans le système se distribuent, se payent des indemnités journalières de l'ordre de 10, 15, 50 000 et au-delà peut-être. En tout cas, donc, nous n'avons pas vos sources. Dans tous les cas, moi, que quelqu'un me dise c'est faux. Nous n'avons pas d'indemnité de risque et je lui livre la source. Merci, je reviens avec... donc, vous déplorez l'absence de mesures d'accompagnement pour les structures économiques qui sont laissées à elles-mêmes, qui sont obligées de fermer, de déverser des chômeurs dans la rue. Vous trouvez l'inefficacité de certaines mesures d'accompagnement, notamment le programme Novici. Maintenant, vous jetez un gros pavé dans la mare. Les mesures barrières dont nous sommes les grands défenseurs, pour vous, vous trouvez que ces mesures, notamment les bavettes là, ne seraient même pas efficaces. Mais un petit mot avant, professeur Bakoma. Par rapport aux bavettes dont évoque Togui, une étude a été faite dans notre pays qui a démontré que les bavettes ont leur rôle. Ça, il faut être clair là-dessus. Les bavettes ont leur rôle. Ça ne protège pas à 100%, mais quand même, ça participe à freiner la contamination. Ça, j'appelle les auditeurs et auditrices qui nous écoutent de respecter ces mesures barrières-là, de les respecter. Parce qu'une étude a été faite et qui a confirmé une protection, même si elle n'est pas à 100%. Je n'ai pas développé pour ce qui est pour ce qui est du confinement dont parle Togbi, il a donné l'exemple du Bénin. Le système de traçage des malades au Bénin n'est pas le même que ce qui se fait au Togo. Moi, j'ai animé une conférence en ligne où j'étais écouté au niveau de la sous-région, quand j'ai présenté ce qui se fait au Togo, mais les autres pays, les confrères des autres pays nous ont félicités. Malgré le système qui a été mis en place par la commission nationale pour tracer, pour rechercher les cas contacts et tout ça, les cas suspects, tout ça. Dans les autres pays, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais malgré tout ça, nous avons un nombre inférieur par rapport aux 497 voilà, cas de contamination. 497 cas de contamination. Dans d'autres pays, ce n'est pas organisé comme ça. Nous, au Togo, ici, nous sommes quand même très bien organisés. Merci. Et pour une fois, la défense... je n'ai pas encore fini. Oui. Par rapport au déconfinement, les pays qui ont essayé ce qu'il est en train de dire, ils ont payé très cher. Les pays qui ont essayé de laisser les gens, de ne pas confiner les gens, ils ont payé très cher. Une vie, quelle que soit la manière dont on la perd, elle est très, très, très importante. Je pense qu'il valait mieux prévenir, parce que c'est une maladie qu'on ne connaissait pas. Si maintenant on essaie de la maîtriser, de savoir comment le virus va circuler, on peut déconfiner. Merci. Maintenant, Togui, venons-en à ce que vous relevez sur l'inefficacité des mesures barrières, telles que je l'ai lu dans votre correspondance. Disons que les ports des tissus sont en termes de dixième de millimètre. Les pores. Le virus est en termes du nanomètre, c'est-à-dire du millionième de millimètre. C'est-à-dire que mathématiquement, lorsque un virus se présente devant un pore, c'est comme si c'est devant un grand trou par rapport au virus. Moi, je raisonne mathématique, en termes de dimension. Cela voudrait dire que 1000 virus peuvent d'emblée passer par un pore, un petit trou.
c'est en termes de dimension. Et si, par miracle, ce virus-là ne passe pas, au premier coup d'inspiration, vous l'aurez. Ça, c'est d'un. Secondo, vos bavettes ne sont pas étanches aux côtés latéraux. Cela voudrait dire que vous inspirez l'air également par ces côtés. Or, le virus, quoi qu'on dise, est suspensible et transportable par l'air. Parce que le virus n'ayant aucun poids, il peut avoir un poids extrêmement faible. Si tel est que les grains de poussière puissent être transportés par l'air, alors que ces grains de poussière pèsent 10 000 fois plus qu'une particule de virus, alors le virus peut être transporté et vous pourrez les avoir des parties non étanches de votre bavette. Ceci dit, les bavettes se comportent comme des passoires devant les virus. C'est là où je dis, c'est dans la tête qu'on vous dit que ces bavettes vous protègent et vous vous sentez à l'aise, c'est psychologique, mais en réalité, physiquement, ces bavettes ne sont que des passoires et ce ne sont que des protections virtuelles. Mais Togbe, ça c'est une seconde, sur les bavettes, c'est pas le Togo qui a inventé les bavettes. Hein, on est dans un système, même dans des pays, et notamment de l'Extrême-Orient, et c'est l'OMS quand même qui recommande vivement. Je vous réponds, les bavettes peuvent protéger des poussières, du pollen et d'autres choses, mais du virus, parce que vous arrivez à respirer au travers, puisque si c'est beaucoup plus restreint que les dixièmes de millimètre, votre respiration sera forcée, il y aura l'effet de succion. Donc, lorsque nous parlons en termes de dixièmes de millimètre par rapport au nanomètre, croyez-moi, moi je parle mathématiquement. En d'autres termes, on nous dit que lorsque le virus, vous émettez le virus, cela tombe à moins d'1 mètre de distance. Je dis c'est faux. Le virus n'a aucun poids réel. Ceci dit, soufflez de la poudre dans l'air vers le sol pour voir si cette poudre-là va atteindre le sol directement. Cette poudre-là va s'éparpiller parce que l'air est comment on l'appelle, il y a une qualité de l'air qui fait éparpiller les choses. Ceci dit, les virus, là où je suis, si je suis malade et que j'émets du virus, ce virus reste suspendu dans l'air et peut aller à tous les coins de cette salle. Tierso, vous vous protégez de la bouche et du nez. Mais vous savez très bien que les yeux on peut être contaminé par les yeux et par les oreilles, le tissu épithélial. Dès que le virus touche le corps, ce n'est pas le virus qui se multiplie, c'est l'organisme qui lui fait un cliché et le multiplie par milliards. Donc, vous faites semblant de vous protéger et ce que j'évite, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont totalement protégés et qu'ils prennent des risques alors que ce n'est qu'une protection virtuelle. Merci professeur Bakoma. Voilà Togbe Dagba qui balaie du revers de la main les mesures que nous-mêmes nous défendons depuis des mois dans ce studio. Oui, Togbe, vous avez démontré mathématiquement. Je pense que votre démonstration, elle peut tenir si je suis en face de moi quelqu'un qui émet le virus, qui ne porte pas de bavette, et moi je porte une bavette. S'il portait une bavette, ces projections seront réduites. C'est de ça qu'on parle. Nous ne disons pas que les bavettes protègent à 100%. Au moins les bavettes réduisent les projections, puisqu'il faut une pression pour que le virus traverse les bavettes. Nous ne disons pas que les bavettes projettent à 100%, moins ça réduit les projections. C'est de ça qu'il s'agit. S'il y a la distanciation physique avec les bavettes à l'appui, nous pensons que nous pouvons réduire la contamination. Donc, à défaut d'arrêter à 100%, au moins réduire plus ou moins considérablement. Voilà. Oui, Primus? Oui, non, moi, c'est la réaction qu'a suscité le meurtre de George Floyd aux États-Unis. Toutes ces masses qui étaient sorties là pour protester. Vous avez vu quelqu'un porter les bavettes? Non. Au Mali dernièrement. Oui. Non, aux États-Unis. Toutes ces marques qui sont sorties dans toutes les villes. Par la colère. Pour démontrer. Moi, j'ai vu personne porter les bavettes. Et puis, hier, c'était Montréal.
qui en soutien aux États-Unis aussi démontre. Mais des millions de personnes pour exprimer leur colère. Personne n'a pris les protections. Alors, mais cette sortie pourra comporter. Je veux conclure avec le temps. On va écouter Eric un moment. En le disant ainsi, est-ce qu'après une étude a été faite pour vous dire qu'il n'y a pas eu de malades, il n'y a pas eu de contamination? Parce qu'il faut faire attention. Nous parlons le rappel. Il faut faire très attention. Mais j'ai fini ma pensée. Oui. Mais ce que vous aviez dit suscitait une réaction. C'est pourquoi j'ai laissé Oui, mais je voudrais réagir. Oui. Bon, on va d'abord laisser Primus terminer. Et puis, depuis avant-hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, que nos amis allemands qui ont fait circuler le message que... Vous parlez directement dans le micro, s'il vous plaît. Oui, que c'est une arnaque mondiale qui a été étouffée par le gouvernement allemand quand les journalistes allemands voulaient publier ça. Est-ce que vous êtes au courant que le Covid-19 est une arnaque mondiale organisée par des groupes puissants pharmaceutiques? Et quand les journalistes ont voulu dénoncer ça, le gouvernement a étouffé ça. Vous étiez au courant? Là, vous parlez de ce qui se serait passé en Allemagne. Oui. Ok. Je n'ai pas fini. S'il te plaît, vous avez une pratique dedans. Moi, je vais prendre... Parler de façon nette et concise. Je prends l'exemple du Ghana. Quand on a annoncé la nouvelle et les gens ont parlé de confinement, qu'est-ce que le gouvernement ghanéen a fait? Le président a dit... Il va d'abord étudier le cas pour savoir si on confine, qui sera plus touché socialement et économiquement. Ils n'ont pas pris de décision. Après, le gouvernement ghanéen ressorti qu'ils ont réfléchi sur la question et qu'ils veulent maintenant confiner. Même on va confiner 3 régions, Tema, Accra et Kumasi. Et après, le même gouvernement est revenu pour dire qu'on a confiné. Mais la partie de la population qui est touchée par le confinement est plus élargie, est plus grande. C'est pour ça qu'on va déconfiner. En 3 semaines. En 3 semaines. Donc le gouvernement est parti étape par étape. Et quand ils ont eu le résultat du confinement, ils ont déconfiné. Merci. On va écouter Togui pour je voudrais dire qu'au lieu qu'on nous impose des mesures non efficaces parce que non protectrices à 100%, je préfère qu'on fasse en sorte à aider les gens à être mieux portants. Mais lorsque vous faites en sorte à faire entorse aux activités, aux revenus des gens, vous faites en sorte à multiplier les démunis, vous ne les aidez pas. Et en termes d'immunité, sachez que c'est l'organisme qui stimule l'immunité, qui offre l'immunité. Et c'est pour cela que, par exemple, pour les vaccins, on met des corps affaiblis et ça stimule l'immunité. Nous sommes déjà dans une zone, dans des secteurs épidémiques. Et nous y plongeons. Peut-être que nous avons des parts de virus déjà qui n'ont pas pu, par rapport à l'équilibre physiologique, qui n'ont pas pu prendre le dessus. Automatiquement, il y a de l'immunité qui s'installe. Mais du moment où nous allons être toujours en bonne santé, cette immunité ira en grandissant. Mais lorsqu'on nous affecte psychologiquement, économiquement, nous allons commencer par faiblir et être disposés à ce genre de choses. Je ne voudrais pas me taire sur ce que je sais être inefficace. C'est pourquoi j'ai haussé le ton pour que très tôt, on ne nous habitue pas à nous faire croire qu'avec la bavette, je peux faire du n'importe quoi. Merci. Alors que je rappelle que Togui Dagban, ils vont adresser cette correspondance à la coordination nationale. Quand nous en avons pris connaissance, nous en avons parlé hier, nous l'avons invité ici pour qu'il nous en parle lui-même. Mais je rappelle, pour chuter, que hier, dans son communiqué, le gouvernement exhorte toute la population à continuer par respecter les mesures individuelles et collectives de prévention et de protection, à savoir nous laver les mains au savon, recourir au gel ou à la solution hydroalcoolique, ne pas nous serrer les mains en nous saluant, éviter des accolades et des embrassades, etc. Professeur Bakoma,
Voilà le point de vue des citoyens Togwé Dagban que nous écoutons, mais encore que nous rappelons les mesures prises par les autorités en charge de notre sécurité publique. Oui, merci Sass. Ce que Togwé Dagban oublie, c'est que la Covid-19 ne nous avait pas averti qu'elle va arriver telle date et pour qu'on prépare notre immunité à cela. Voilà. L'immunité s'installe. Oui. Ça va s'installer. Non, je vous dis que les pays qui ont essayé ça ont payé très cher. Il y a le Brésil et la Suède qui ont commencé comme ça. Maintenant que nous sommes en train de déconfiner, eux, ils sont en train de confiner. Vous voyez, les pays ont essayé ce système-là, ils ont payé, ils ont regretté. Voilà. Et deuxième chose, par rapport à Primus, qui donnait l'exemple des États-Unis, que moi je qualifie de mauvais exemple, parce que les États-Unis ont été les champions dans les cas de décès. C'est 10 000 morts. Oui, plus. Il doit être autour de 130 000. Voilà. Et vous nous encouragez à adopter le comportement d'un pays. Non. Il parlait de l'émeute. C'est une seule personne qui parle à la fois. La parole est pour pas comment. Mais ça vient de quelque part, ce comportement-là. Oui, ça vient de parce qu'il ne pratique pas les mesures barrières que leur président n'a pas pris en compte qu'on en est arrivé là. Je vous arrête. Oui. La parole à Eric avant que nous ouvrions sur les auditeurs. Oui, moi je voudrais réagir par rapport à ce que Primus a dit en parlant d'anarque des grandes firmes pharmaceutiques mondiales. Quand on dit anarquer, c'est prendre de l'argent ou pas forcément l'argent, tricher quelqu'un. Voilà. Les firmes pharmaceutiques ont remporté quoi par rapport à cette situation aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont sorti des produits qu'ils sont en train de vendre? Quelle est la situation? Il ne faut pas qu'on suive les gens de cette manière, mais il faut qu'on fasse très attention. Ce qui se dit, nous aussi, nous pouvons analyser et voir si réellement cela est avéré. En disant ça de cette manière, les gens vont se laisser aller et on sera dans une situation. Merci. Je voudrais juste rappeler notre pensée du jour. Quand Gandhi disait que nous ne penserons jamais tous de la même façon et nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Maintenant, nous allons souffler un peu et la parole vous sera donnée à vous, auditeurs, sur les deux numéros, le 22 21 33 74 et le 22 20 19 68. 93.5 Canal FM. Nous revenons ici au plateau pour recueillir vos questions, vos contributions, vos critiques, pourquoi pas, sur les sujets que nous avons débattus aujourd'hui. La parole à la première personne qui veut la demander. Oui, allô. Bonjour l'ami. Oui, bonjour Saf. Oui, c'est monsieur Yoshua Zangera. Yoshua de Zangera. Oui. Eh bien, nous écoutons. Oui, je salue tous les invités là-bas présents. Et franchement, moi aussi, je suis l'une des personnes aigries contre ce programme Novici. Imaginez ceci. Moi, je parle des dames. Par exemple, d'une dame ici à Zangera chez nous. La dame, sa malchance, c'est parce que elle a été avec sa petite soeur hospitalisée à l'hôpital. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas pu faire sa carte d'électeur. Mais là, nous sommes dans une situation de crise nationale. On nous dit que parce que tu n'as pas la carte d'électeur, étant togolais, on ne peut pas t'assister. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? D'autres personnes qui sont togolais, parce que le jour du recensement, ils étaient à l'extérieur. Maintenant, ils sont au Togo au moment où la crise est venue. Les gens ne sont pas assistés. Mais ça, c'est vraiment, ça m'a beaucoup dérangé. Et j'ai extrêmement vu qu'au Togo, ce sont nos dieux qui nous protègent. Sinon, sans cela, ce que moi j'ai vu en ville, ce que les Blancs ont fait avant d'éradiquer un peu la pandémie et ce que nous faisons ici, là, si ce n'est pas l'assistance des dieux, je pense que ce que l'OMS a prédit là, on serait déjà là-bas. Alors je demande, je sais que les gens nous écoutent ici, qu'on nous ouvre, comment on dit ça, qu'on nous ouvre nos lieux de culte, pour qu'on aille adorer nos dieux, tout simplement. Sinon, si on ne sait pas faire
nous allons mourir plus que Merci, de cette maladie. merci Joshua. Gardez votre foi, mais respectons quand même les mesures que nous recommandent les autorités politiques et sanitaires. Bonjour. Oui, bonjour l'ami. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous recevons. Ah, c'est Laurent. Oui, ok, allez-y Laurent. Bon, quand même, félicitations au plateau. Merci. Mais je vais faire un point sur ce que je peux raconter, c'est pas intéressant quand même. Qui? Ouais, non, c'est bon, c'est pas un truc d'attaque, bon, c'est pour que ça soit un peu clair là. Alors, pour les bavettes là, le docteur Simon avait été clair que ceux qui portent les bavettes, normalement, c'est ceux qui sont atteints de Covid-19 qui doivent porter les bavettes pour ne pas émettre les crachats sur le truc. Ouais, non. Maintenant, si le gouvernement a dit tout le monde n'a pas porté de bavette, on ne sait pas qui a ou bien qui n'a pas. C'est pourquoi on a dit, bon, il faut porter les bavettes. C'est toujours pour la prévention, aussi bien pour les personnes qui porteraient le virus que ceux qui ne l'ont pas encore. Nous tous, nous la portons. La bavette a quand même eu à faire ses preuves ailleurs. Nous continuons à être les défenseurs de la bavette tout en demandant qu'elle soit de meilleure qualité pour nous préserver. Le suivant en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. C'est Michel. Michel, oui, allez-y. Oui. Mais je vous en prie, je salue tout le plateau. Oui. Vous voyez, bon, je ne sais pas comment M. Tobé et Primouche, ils remplacent par quoi les bavettes? C'est la question. Et puis, normalement, c'est eux qui devaient encourager les enfants à porter les bavettes. Maintenant, ils sont contre les bavettes. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Je suis vraiment dépassé de leur comportement. Merci. Eh bien, Togui, qu'est-ce que vous recommandez en lieu et place de la bavette? Je n'ai pas fait d'affirmation. Votre micro ne marche pas encore. Un petit souci. Les techniciens. Oui, allez, stop, oui. Je crois que je n'ai pas eu à faire d'affirmation. Une seconde. Oui. J'ai reposé mon argumentation sur un certain nombre de bases mathématiques. Lorsque je parlais des bavettes, je parlais aussi de la qualité de l'air, du caractère de l'air et du poids extrêmement léger de ces virus-là, pour démontrer que d'abord les bavettes ne sont pas étanches et que les virus peuvent être suspensifs en l'air et qu'on n'attrape pas le virus seulement que par les narines et par la bouche, qu'on peut les attraper par les yeux, qu'on malheureusement nous ne pourrons pas fermer. Ceci dit, il ne faut pas qu'on nous entretienne à nous faire croire que nous sommes totalement protégés pour ne pas nous aider plutôt à aller à l'encontre donc du virus. Merci. L'auditeur suivant qui est en ligne. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est M. Lawson. Monsieur Lawson, oui, nous vous écoutons. Je vous appelle depuis le quartier administratif. Oui, allez-y. Et c'est par rapport à ce que venait de dire le Taboué Daban. Vous savez, depuis fort longtemps, moi-même, je pense, si effectivement les bavettes nous sauvent 100%. Tout simplement parce que nous protégeons tout simplement la bouche et le nez. Or, nous avons au niveau des oreilles et des yeux qui sont des portes d'entrée. Donc, je jette des fleurs à M. Taboué Daban. Donc, mon prédécesseur qui avait dit tout à l'heure qu'il faut qu'on ouvre les églises pour célébrer Dieu, moi je dis non, pour le moment. Monsieur Saf, oui. Salut à vous. Merci beaucoup. En tout cas, demandons que le gouvernement soit inspiré pour prendre les mesures les plus idoines pour que nous sortions de cette pandémie. L'auditeur suivant, allô? Bonjour. Allô, oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est le ministre et moi. Le ministre et moi? Oui, bonjour. Nous sommes vraiment honorés, monsieur le ministre. Mais je voudrais simplement évoquer, avec tout le respect que j'ai pour la chefferie traditionnelle, que ce que Togboui dit n'est pas convenable. C'est un danger public. Parce que les bavettes, on nous a expliqué techniquement que les bavettes, il y en a de plusieurs catégories qui ont différentes protections. Sa théorie dite mathématique n'est valable que si le virus circule à sec. Or, le virus, il est transporté par des gouttelettes. Il faut d'abord, intégrer le poids de la gouttelette dans son calcul mathématique pour faire la démonstration qu'il fait, et ensuite montrer qu'à sec, sur une durée donnée, le virus, il meurt. Donc ne donnons pas le sentiment qu'avec les mots mathématiques, nous sommes en train de donner une caution scientifique à des démonstrations qui vont mettre nos compatriotes en danger.
C'est pas normal et c'est pas digne d'un chef traditionnel qui est comptable d'une communauté. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur le ministre. Je peux réagir. Oui, allez-y, ministre. Je voudrais rappeler à monsieur le ministre que les virus peuvent ne pas être dans un agrégat donné. Le virus peut se détacher en petites particules. Et de ce fait, peuvent rentrer dans les pores. Et lorsque je dis mathématiques, je ne me cache pas derrière. Je parle en fonction des dimensions. Et si tel est que les dimensions des virus sont extrêmement infimes, il y a risque que cette contamination se fasse. Merci. Et ce n'est pas parce que d'ordinaire on évoque quelque chose que ma qualité de chef ne peut pas aller à l'encontre. Merci. Mon opinion, c'est le débat contradictoire. C'est de la confrontation des idées que jaillit la lumière. Merci. L'auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô. Oui. Oui, c'est Pelé. Pelé, oui, allez-y. Je salue le plateau et je remercie Togbé de nous éclaircir bien les choses. Parce que moi, je dis toujours qu'il faut amener des gens, des psychologues pour nous parler de cette maladie-là. Sinon, il ne faut pas nous endosser, il ne faut pas nous troubler. Non, Pelé, vous rappelez, nous avons eu plusieurs fois ici des professeurs de psychologie qui nous ont entretenus. Oui, ce que Togbé dit est très important aussi. Il ne faut pas que... Si c'est pas docteur, il ne faut pas l'écouter. Il faut bien l'écouter ce qu'il est en train de dire. La distanciation, on ne peut pas trouver ça en Afrique. Ce qu'on est en train de dire là, la distanciation doit être claire. Devant vous, si nous sommes en face à face, que le virus va quitter dans ma bouche pour rentrer dans l'autre bouche là, et puis c'est fini. C'est ça qu'il faut contrôler. Donc, et laver les mains. Et les autres choses là. Et tousser dans les coudes. Qui vous avez vu dans ce pays tousser dans les coudes? Il n'y en a pas. Donc, il faut être clair, il faut chercher des psychologues pour nous expliquer. Quand le ministre parle, combien de bavettes que le gouvernement nous a donné dans ce pays? Au Bénin, il y en a. Cher ami Pelé, les bavettes qui sont distribuées ici et là, vous n'en avez pas connaissance? De quoi? Dans la population? Ah, vous, d'accord. Mais dans la population, il n'y en a pas. On doit aller chercher. Mais pourquoi il n'y a pas l'école? S'il vous plaît, l'ami Pelé. Oui. Les médias font reportage de ces distributions de cache-nez un peu partout. Peut-être que ce n'est pas arrivé dans votre maison, mais ça se fait ailleurs. Merci beaucoup, Pelé. Nous allons prendre l'auditeur suivant. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur? Monsieur John. John? Oui. Eh bien, nous vous écoutons. Ok. Je voudrais, ça je le dis vraiment de manière très sérieuse, qu'on fasse très attention aux messages qu'on véhicule à nos populations. Au moment où tout le peuple français accuse le gouvernement français de ne pas avoir suffisamment mis à disposition les masques, au moment où le monde entier se bat pour que les gens aient les masques, que le message ne soit pas troublé, c'est extrêmement grave. Et que tout le monde sait depuis le début de la pandémie que le masque ne protège pas à 100%. Ce n'est pas M. Dagman qui va venir nous dire le contraire ou affirmer ça. S'il vous plaît, faisons extrêmement attention. Merci. Je vous en prie, M. Lawson. Nous prenons encore deux auditeurs. Allô? Oui, bonjour. Bonjour le plateau. Oui, c'est monsieur? Monsieur, comme vous avez dit. Oui, allez-y. Et je voudrais intervenir sur deux points. Et le premier, c'est les cours en ligne que vous avez évoqués là-bas. Avec le professeur Bakoma. Oui. Et quand le chef avait dit qu'il y a une discrimination, il est en train de se défendre. Et l'autre là a chéri le journaliste Pape Koudjo. Et Pape Koudjo disait que, bon, certains qui n'ont pas les moyens pouvaient aller chez leurs camarades. En temps de pandémie, lui, en tant que responsable ou bien un parent, est-ce qu'il va vouloir accepter quelqu'un qui va quitter un quartier pour venir dans sa maison pour suivre le cours en ligne? Bon, pour le chef d'Agban, je le félicite. C'est un homme très courageux. Si au Togo, on pouvait avoir des gens comme ça, sincèrement, le Togo devait aller bien. Mes chers amis, Togo est né au Togo, il a toujours vécu au Togo jusqu'à ce jour. Toutes les démonstrations qu'il a faites. Et si c'était en partie, c'était peut-être bon. Lui, il est en train d'expliquer
d'une manière, disons, scientifique. Mais pour les autres, vous avez vu que le gouvernement l'a écouté et il a allégé il a sur ça le couvre-feu et les barrages sur la route. Donc, en clair, monsieur et le chef Togbé, c'est un vrai citoyen qui écoute la population. Merci, cher ami. Nous allons écouter un dernier auditeur, puis nous faisons le point entre nous. Oui, bonjour l'ami. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Laurent. Laurent. Je n'étais pas satisfait, vous m'avez coupé. Et vous revenez? Voilà, c'est pour dire qu'il y a certaines choses, ce n'est pas la peine de parler sur les antennes comme ça. Bien sûr, M. Togbé, il est venu faire mathématiques. On est dans un temps où on veut sensibiliser les hommes pour le respect des mesures barrières. Et il vient faire cette démonstration mathématique. Voilà, le premier souci qui prend les États-Unis pour comparer, c'est attendant dans 14 jours voir les résultats aux États-Unis. Ce qu'ils ont fait la fois passée là, ils sont sortis sans bavette là, c'est pas intéressant. Vous allez voir dans 14 jours, le chiffre va encore augmenter, tripler même aux États-Unis. Donc respectons les mesures barrières et c'est fini. Il y a certaines choses, il faut conseiller la population. Dites à nos petits frères, nos soeurs, que ce que l'État dit, c'est ça qu'il faut respecter. Maintenant, cette pandémie, ce n'est pas la charge de l'État seul. Hein. Ce n'est ni pour les journalistes, ni pour la sécurité, c'est pour tout le monde. Ok? C'est pour ça que je voulais revenir encore. Merci Laurent. Le débat a été riche et contradictoire. Pendant que les uns abordaient ici, les autres vont dans l'autre sens. C'est ça le débat contradictoire. C'est de la confrontation que va jaillir la lumière que nous recherchons tant. Oui, Eric? Oui, quand tu dis Eric, l'autre, il vient de dire Pakudjo, il faut lui dire Pakudjo. Eric Hugues Pakudjo. Voilà, parce que c'est à lui que je veux répondre. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire que vous préférerez que vos enfants restent à la maison pendant tout le temps que ça va prendre cette pandémie et que les enfants ne vont pas étudier. Nous sommes en train de relever depuis des années que l'éducation au Togo est au rabais. Et cette situation, elle est arrivée chez nous et créée depuis que nous avons commencé par faire notre vie, notre marche démocratique avec plusieurs mouvements de grève, avec des grèves illimitées, non négociables, etc. Et aujourd'hui, on voit les répercussions sur l'éducation dans notre pays. Ce que nous sommes en train de dire, s'il y a une situation généralisée et que les premières autorités universitaires prennent une disposition pour que les enfants puissent quand même continuer par étudier, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose pour qu'on dise que certains sont discriminés et qu'ils ne peuvent pas suivre les cours. Si nous voulons, le tout dépend de l'avenir que nous voulons pour notre pays. Nous voulons des gens bien formés ou bien nous voulons des gens qui, à cause d'une situation, restent chez eux et n'arrivent pas à étudier. Voilà ce que je voudrais juste lui répondre par rapport à sa réaction. Merci. Mais Primus, vous avez écouté des auditeurs. Certains vous ont apprécié, félicité vous et Taoui Dagban, mais d'autres ont relevé que les exemples, surtout que vous aviez donnés, n'étaient pas très appropriés. Ils ont exprimé leur opinion. Je n'ai pas à me défendre, je n'ai pas à dire quoi que ce soit. C'est ce que toi-même tu souhaites, non? Le débat contradictoire. Voilà. Pour moi, pour ce que je sais, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer mon ami, le professeur Achonouglou, le directeur du CIC, qui est un ami. Pour ce que je sais de l'université, du campus numérique, SAS, au moins 50% des professeurs ne sont pas capables, même si leur cours est théorique, de le mettre en ligne. Donc, il y a deux discriminations. Celui du professeur incapable de mettre son cours en ligne et celui de l'étudiant incapable d'avoir un ordinateur. La question est de savoir s'il faut rester les bras croisés sans rien faire. Maintenant,
faut pas féliciter des gens qui ne font rien. C'est vrai que le professeur Doji Kokoroko, il a transformé l'aspect physique de l'université en le rendant un peu plus attrayant. Voilà. Mais sur le plan éducatif, tous ils académique. Académique, tous ils dorment là-bas. Ils dorment. Ils font peu d'efforts. Les professeurs. Tous, y compris leur président, en faveur des étudiants, en faveur de notre jeunesse, en faveur de l'avenir du Togo. Et quand vous prenez, je vais vous faire le président Kagame, il a décidé que toutes les écoles publiques au Rwanda seront connectées à l'Internet. Vous voyez, toutes les écoles. C'est-à-dire que tu aies les moyens ou pas, on te met ça à la disposition. L'État te met ça à la disposition. C'est ça. Merci. Nous demandons peu à notre État. Merci. Encore un exemple venu d'ailleurs, mais à adopter à notre situation. Maintenant, on va écouter Togbe Dagban. Votre position a été saluée par les uns, mais sévèrement critiquée par les autres. Oui, mais ça m'intéresse. Parce que moi, je ne verse jamais dans la compromission. Et ce n'est pas parce qu'on me fait peur ou qu'on me critique que je change d'avis. Je signe que le truc là est imparfait. Si les gens s'y accordent, qu'ils prennent aussi des dispositions pour ne pas aller dans l'erreur. Mais je suis parent d'étudiants et nous n'avons pas apprécié cette façon de vouloir faire pour certains qui ont les moyens et pour d'autres. Je rappelle que nous sommes dans une république et nos enfants doivent au moins avoir accès, pas à plusieurs vitesses, à la même éducation. Tierso, je voudrais vous donner un exemple, l'exemple du paludisme. On nous dit que le palu, cette année, pour le seul continent africain, va faire 500 000 décès supplémentaires, compte tenu de la baisse de garde à cause du Covid. Or, le Covid, sur le plan mondial, n'a pas encore atteint 500 000 décès. Cela ne nous alarme pas. Tierso, toujours pour le paludisme, nous sommes dans une zone endémique et tout le monde a le paludisme en potentiel. C'est que nous sommes infectés à vie et nous pourrons faire la maladie ou ne pas le faire. Or, le vecteur du paludisme, comme le coronavirus pour la grippe, est toujours là. Votre grippe. Bon, chez nous, ici, ordinairement, la grippe n'est pas une maladie. Nous souffrions de grippe. Si vous confondez ça maintenant au corona avec son accès son évolution sévère, ça aussi c'est autre chose. Mais je dis, pourquoi on ne nous dit pas de nous cacher pour les moustiques, qui sont aussi des vecteurs qui donnent la maladie. Nous faisons avec, laissez-nous faire avec et nous irons de là. Merci Togbe. Je rappelle que cette correspondance, vous l'avez adressée à la coordination nationale de gestion de la riposte depuis le 2 juin, intitulée Le Togo, notre pays, malaise socio-économique grandissant au sein de la population, de la nécessaire levée du couvre-feu et d'un retour rapide à la normale. Mais de tout ce que vous avez proposé, c'est seulement votre position sur la bavette qui a beaucoup plus retenu l'attention. Professeur Bakoma, vous trouvez encore des sujets de recherche pour que nous trouvions la formule la plus idoine pour nous sensibiliser en ce temps de pandémie de la coronavirus. Du coronavirus, pardon. Oui, merci. Il paraît que les deux. Enfin, on peut dire le ou la pour la COVID, mais pour le coronavirus, c'est toujours au masculin pour le masculin. Oui, effectivement, ça, on dit le coronavirus et la COVID-19. La COVID-19, parce que c'est en anglais coronavirus disease, maladie à coronavirus. Donc il faut dire la COVID-19 et dire le coronavirus. Voilà. Par rapport au paludisme de docteur de Togbe Dagban, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Les chiffres évoqués sont dans un premier temps à confirmer. Et le s'il vous plaît. La parole. Pardon. C'est une seule personne qui parle à la fois. Moi, je suis un peu allergique aux références des médias.
parce qu'on a dit quelque chose sur une chaîne, prendre ça comme une vérité immuable, je suis un peu allergique. Donc, le paludisme, on a souvent une prémunition, donc on ne peut pas comparer le paludisme. Non, s'il vous plaît, la parole est pour M. Bakoma. Oui, je ne le refuse pas. Mais par rapport aux cours en ligne, en fait, ce n'est pas des cours en ligne directs, c'est une mise en ligne des cours. Et ces cours-là sont disponibles. L'étudiant qui n'est pas connecté à temps peut revenir à tout moment, télécharger les cours, aller les lire, et il a les contacts de l'enseignant. Il y a WhatsApp. Je pense que la plupart des étudiants ont aujourd'hui WhatsApp. Il y a WhatsApp, vous pouvez poser des questions à l'étudiant, à l'enseignant à tout moment, et il vous répond. L'étudiant, même avant de s'inscrire à l'université de Lomé, ça se fait en ligne. L'inscription même, en elle-même, se fait en ligne. Par rapport à Primus qui disait que 50% des enseignants ne sont pas capables de mettre leurs cours en ligne, je dis c'est faux. La faculté d'où moi je viens, tous les enseignants ont mis leurs cours en ligne. Tous les enseignants ont mis leurs cours en ligne. Faculté des sciences de la pharmacie. Faculté des sciences de la santé. Faculté des sciences de la santé. Tous les enseignants ont mis leurs cours en ligne. Les autorités ont veillé à ce que tous les enseignants mettent leurs cours en ligne. Pour ce qui est des démonstrations... On va terminer par là, professeur. Oui, pour ce qui est des démonstrations mathématiques abstraites, je demande à mes compatriotes de les laisser de côté et de penser au concret où des études ont été faites, des gens qui ont été contaminés et qui ont vécu avec des personnes proches qui respectent les distanciations physiques avec les masques, ces gens-là n'ont pas été contaminés. Cela veut dire que le masque, certes, ne protège pas à 100%, mais quand même, il a son rôle à jouer. Merci, professeur. On va devoir s'arrêter là parce que c'est la fin. Et je rappelle que depuis hier, le gouvernement a décidé de la levée totale du couvre-feu, de la levée du bouclage des villes initialement concernées, mais du port de masques de protection obligatoire pour tous. Ça, c'est la voix de l'État. Merci à vous, professeur Bakoma, et à vous, Togboui, pour le courage des uns, le risque des autres. C'est ça, c'est le débat contradictoire. Mais comme c'est une tradition, Primus, rapidement, votre carton de fin d'émission. Carton. C'est pas maintenant qu'il faut chercher. Vous n'avez pas de carton. Merci beaucoup, Eric Hugues Pakudjo. Effectivement, je n'ai pas de carton. Je dis tout simplement à mes compatriotes de respecter les mesures barrières pour que nous tous nous soyons bien protégés dans le pays. Merci. Terminé définitivement avec le rappel de la pensée du jour. Mahatma Gandhi qui a écrit « La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle. Car nous ne penserons jamais tous de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. » Rendez-vous demain mercredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.